Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment que ça va? Hop là. Salut. Me revoilà. Je suis re. Comment ça va depuis tout à l'heure? Parce que j'ai streamé dans l'après-midi et là je restream. Voilà. Alors comment ça va? Me voici. On va reparler de bébé de bizarre. Oui, j'ai pas eu mon compte ce matin. Non, mais en fait le souci, enfin j'ai deux soucis. Bon déjà d'une part, j'ai une pote qui stream à, enfin une pote. Il y a quelqu'un que je suis qui stream à vers 23h15. Donc j'envisage de faire un raid si j'ai un ou deux viewers parce qu'elle vient de commencer et que ça pourrait toujours être sympa. Elle fait du gaming, donc voilà. Et surtout, moi j'en ai marre en fait. Depuis 2-3 jours, j'arrête pas de me taper les mêmes trucs. À chaque fois, c'est soit des chats, soit des espèces, des micro-organismes. Et ça me fait chier, j'en ai marre. Donc j'aimerais passer à autre chose. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai relancé ce soir, parce que ce matin, je me suis encore tapé un tchak. Ce matin, on avait donc le chat de. euh, Désolé, j'ai vraiment une mémoire enfin, à court terme, c'est pas de la mémoire à court terme, là. Bref, j'ai vraiment une mémoire de merde. Euh, Mais voilà, donc on s'est tapé le chat de. Je sais plus vous dire son nom, mais en gros, c'est un chat qui vit dans les arbres. Beaucoup plus que la plupart des autres chats. Il passe vraiment sa vie, une grosse partie de sa vie dedans. Ça lui arrive de sortir des arbres pour aller sur la terre ferme. Éventuellement, il peut même nager pour aller chercher des proies. Mais lui, il a vraiment une grosse part de sa vie dans les arbres. Il y a même un système de latrine d'ailleurs qui lui permet c'est des latrines quoi. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, allez chercher sur internet. Bref, il caxe dans les arbres, ça lui permet de marquer son territoire et il fait plein d'autres trucs dedans. Et donc on a trouvé aussi un autre machin dont j'ai déjà oublié le nom aussi, mais lui il est beaucoup plus compliqué. C'est un. Ah, je sais plus, non, le nom est latin, il est chiant. Il n'y a pas de nom commun à ce truc. Et donc oui, il est casse-couille un peu. C'est un. C'est un. Voilà, c'est un protiste. Bon, pour le combat des mortels, hein, voilà. C'est un animal. Enfin, c'est pas un animal. Non, non, c'est pas un protiste. Alors, le protiste, c'était hier, je dis de la merde. Bref, c'est un animal, lui, aujourd'hui. C'était bien un animal. Le plus petit animal, l'un des plus petits animaux du monde qui a pas mal de capacités intéressantes. Hem, il a la capacité les capacités donc de un, il se reproduit par parthénogenèse, pas besoin du mâle. Et alors autant la parthénogenèse qui est donc la fécondation, par la femelle ou l'absence de fécondation, je sais plus exactement, mais bref, la reproduction uniquement par la femelle, ça c'est la parthénogenèse, c'est encore une chose. Il est absolument certain, parce que c'est prouvé de différentes façons, que l'organisme en question, vous pouvez toujours aller voir le nom dans la VOD sur Twitch ou sur YouTube, n'est même pas capable biologiquement de se reproduire avec un mâle. Donc parthénogenèse ou pas, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'existence même de ce truc, certains disent que c'est une croyance, d'autres tendent à dire que c'est plutôt la réalité. Finalement, peu importe le point de vue, le fait est que ce truc ne peut pas se reproduire avec un mâle, il en est biologiquement incapable. Voilà. Et pour cause, je crois qu'il y a même pas de mâles dans leur population. Mais bref, euh, voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est en rapport avec la méiose, donc système de reproduction qu'on retrouve justement dans le système à deux, quoi. Alors que généralement, enfin souvent dans les trucs microscopiques, on a plutôt affaire un système de clonage, on va dire. Donc la bactérie, parce que c'est souvent des bactéries, se coupe en deux, on va dire, pour donner deux organismes différents. Mais enfin, 2 organismes identiques mais différents, vous m'avez compris? Bref, donc au corps identique, au plan génétique identique, mais sauf que c'est pas les mêmes organismes. Enfin, c'est les mêmes, bref, vous avez compris. C'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Et donc il y a ça, mais on avait vu aussi le chat. On a vu ces 2 trucs-là et d'ailleurs l'animal en question là est aussi capable, comme les tardigrades et certaines mousses, de se désactiver, on va dire, quand elle est déshydratée. Globalement, elle meurt, hein, voilà, on va dire ça, l'animal meurt, quand elle est déshydratée, enfin, quand il est déshydraté, mais revient à la vie quand il est réhydraté
et c'est comme ça qu'on a trouvé des organismes vieux de plusieurs milliers d'années, je crois, dans le permafrost qui avait décongelé, et qui avait même trouvé le moyen de se reproduire. Alors c'est très intéressant, c'est super, seulement j'en ai plein le cul de me taper systématiquement soit des micro-organismes, soit des chats, donc aujourd'hui, enfin ce soir, on fait autre chose, voilà. Comment ça se fait que je tombe tout le temps sur les mêmes trucs? C'est pas de bol. On va dire ça. J'ai un système qui fait, que quand je fais mes recherches, parce qu'ici c'est globalement ce qu'on fait, hein, c'est chercher des trucs, chercher des informations sur des espèces bizarres. Comment j'ai fait? Je demande au chat. Je demande au chat comment qu'on fait, s'il veut parler d'une espèce ou pas. D'ailleurs, voulez-vous parler d'une espèce particulière? On ne sait jamais, et puis si oui, et bah, tant mieux. Dites-le dans le chat et on ira faire un petit tour, on ira faire des recherches rapidement. On a une grosse demi-heure pour faire les recherches, ça devrait largement suffire, si je me grouille un peu. Donc voilà et donc ça. Donc la demi-heure et donc oui, généralement je demande au chat, mais quand ils ont pas d'idée, je propose la commande, roue, point d'exclamation roue, R-O-U-E dans le chat, qui lance un sujet aléatoire parmi une liste que j'ai préconfigurée. Et c'est peut-être un peu plus là que ça pêche. J'ai quelques thèmes à échelle large, mais du coup, comme c'est large, ben il y en a pas beaucoup. Il y en a un peu moins d'une dizaine et donc il y a, les cétacés, les primates, les oiseaux, tous ces trucs-là. Le souci les mollusques, tu vois? Le souci et j'ai même les des plantes et des espèces éteintes et les micro-organismes. Donc il y a quelques trucs, mais le souci donc c'est que, c'est pas une liste très longue et peut-être qu'à force, enfin qu'avec l'aléatoire, juste ces temps-ci, à force de faire des pioches, j'ai pas eu de bol et que j'ai systématiquement eu les mêmes sujets. Heu, du coup, c'est chiant. Oui, parce que j'en ai marre j'adore les chats, hein, mais j'en ai marre de me taper des chats en perma. Donc voilà et pareil pour les micro-organismes. Les micro-organismes, c'est quand je vous parle de chat, j'estime que c'est plutôt un sujet chaud et quand je vous parle de micro-organismes, j'estime que c'est plutôt un truc froid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment c'est on comprend pas trop, il y a pas trop de sens. Enfin si, il y a du sens, mais genre ça a vraiment l'air d'être un truc, froid et triste et un peu ennuyeux, alors qu'en vrai, il y a plein de trucs très intéressants à dire dessus, hein, mais ça m'a pas l'air d'être extrêmement fun, quoi. Voilà, ça m'inspire pas la joie, alors qu'un chat, c'est plus, voilà, ça m'attire plus. C'est plus attirant, quoi. Du coup, j'aimerais bien parler d'autre chose. Donc voilà, si vous avez pas d'idée, je vais lancer la commande et on va, tout de suite voir du coup, de quoi on parle pour ce soir. Et à la fin, je vous raiderai vers une pote. On verra bien si elle stream ou pas. Et voilà. Effectivement, c'est parti. Donc on va y aller. Les plantes! Yes! Ce coup-ci, c'est autre chose! Bien. Ça aurait été un chat ou un micro-organisme, je l'aurais pas fait, hein. Pas ce soir, j'en ai plein le cul. Donc, la cam du chat qui pète. Là. Ah oui, alors, juste, pour que vous sachiez, j'ai voulu ici la cam était un peu différente avant, je suis en train d'essayer de la bosser, mais c'est pas fou. Voilà, je trouve que c'est mieux que ce que ça rendait avant, mais j'ai un souci, c'est toute la partie en bas à droite. Voilà, c'est fort vide et j'ai mon chat juste en dessous de ma cam ici. Le problème, c'est que, bah, oui, donc forcément ça reste fort vide quoi, parce qu'il y a pas grand monde qui écrit dedans et quand les gens écrivent dedans, bah, je trouve que ça reste assez fort vide. Donc c'est pas voilà. Du coup, j'ai voulu créer un cadre. Il faut savoir que je fais des pixel art, en amateur de merde, hein, mais voilà, je fais ça. Hem Et du coup, je me suis dit: «Ce serait sympa, de faire un cadre, un contour à mon chat en pixel art». Seulement, je sais pas encore trop comment faire. Donc voilà, et alors j'ai 2 soucis. Un, j'ai pas trop d'idées de comment faire mon cadre. 2, j'ai essayé tout à l'heure, juste avant de lancer un stream, c'est pour ça que j'avais 20 minutes de retard par rapport à ce que j'avais annoncé, de faire mon truc. J'ai essayé, donc j'ai repris une partie du cadre. Je sais pas si je peux vous le montrer? Non, ça y est plus, hein. Bref, attendez, c'est pas dur à faire, hein. J'avais essayé de faire voilà ça, si tu veux, tac. Voilà, je voulais essayer d'intégrer ça, qui est donc, pour ceux qui l'auraient remarqué,
ma scène d'intro, mais creusée, quoi. J'ai creusé l'intérieur, j'ai viré la boule, l'eau, quoi, et paf, ça fait un cadre. Allô? Voilà. Mais petit souci, j'ai voulu faire rentrer mon chat dans le cadre et ça marche pas. Bon, c'est pas grave, j'ai qu'à l'agrandir, sauf que du coup, le chat est énorme. Enfin, le cadre est énorme. Et alors, c'est là que ça devient compliqué. Je ne sais pas comment faire rentrer mon truc parce qu'avec les bords, ben, je rentre dans le chat. Du coup, on voit pas le texte. Du coup, il faudrait que ça empiète sur la caméra, ce qui m'emmerde. J'ai pas envie. Du coup, je voudrais bien décaler le chat. Ce que je peux faire, je peux le décaler vers le bas, mais je ne peux pas décaler le chat, enfin rétracter le chat pour le rendre plus petit. Sinon, il devient illisible. Et, vous l'avez peut-être remarqué, il l'est déjà. Je ne sais pas non plus comment régler ce problème. Donc, c'est chiant. Voilà, je cherche un peu comment régler ce souci. Le chat est difficilement lisible parce que j'ai une qualité visuelle de merde, parce que le bitrate, etc. Mais, mais bon, voilà, j'aimerais quand même bien avoir un chat lisible là-dessus. Et j'ai vu, justement, chez Juste Lorrain, que il y a d'autres trucs que le chat Twitch qui fonctionnent assez bien. Il y a Streamlabs qui propose des trucs assez efficaces et Twitch Studio aussi qui propose un chat correct. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen de mettre ça dans ma scène OBS parce que je suis sur OBS, j'ai suffisamment douillé pour comprendre un peu comment ça marche. Je ne compte pas déménager tout de suite. Donc, voilà, du coup ça m'emmerde. J'aimerais bien rapporter un chat correct, net, si possible. Et donc voilà, il faudra que je regarde un peu comment faire tout ça. Bref, allons-y. Merde, j'ai lancé un truc que je voulais pas. À chaque fois, je le fais, j'arrête pas de cliquer sur les mauvaises icônes, ça me rend dingue. Là, ici. Alors, cite-moi. Une espèce de plante, très peu connue, avec des capacités bizarres. Voilà, voilà. Oh, et on tombe d'office sur une plante que je connais pas, on a de la chance, hein, parce qu'on retombe souvent sur le même sujet. Alors, une plante fascinante et peu connue, vous avez bien la scène? Oui. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Welwitschia mirabilis. Mirabilis, je connais comme nom. Elle pousse dans le désert de Namib, en Afrique australe. Cette plante est unique car elle ne possède que deux feuilles qui poussent continuellement tout au long de sa vie, qui peut durer plusieurs centaines, voire milliers d'années, c'est beaucoup. Ces feuilles qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur et s'effilochent au fil du temps donnent naissance, non, donnent à la plante. Ces feuilles peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur et s'effilochent au fil du temps, donnant à la plante une apparence étrange et presque préhistorique. De plus, la Welwitschia mirabilis est capable de survivre dans des conditions extrêmement arides, en puisant l'humidité de la brume matinale qui se forme dans les déserts. Hop, on va regarder ça tout de suite. La Welwitschia mirabilis, c'est cool, on tombe tout de suite dessus. C'est fou comme tout est plus simple quand on parle pas de micro-organismes ou de chats. Bon, ça dépend pour les chats, mais... Oui, c'est plus dur de trouver des informations sur les chats sauvages que ce qu'on pourrait croire, croyez-moi. Oui. Mais pourquoi tu me le mets dans une autre langue? Je t'ai pas demandé ça. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tout se met en néerlandais. Je sais pas. Enfin, ça... Effectivement, j'habite en Belgique, mais enfin, ça me l'avait jamais fait, quoi. Donc c'est quand même très étrange. Voilà. Donc, Welwitschia mirabilis. Normalement, il n'y aura pas de photo de trucs glauques. Donc je vais vous le mettre. Ça charge pas. Pourquoi ça charge pas? Bon, attendez, je vais forcer OBS à faire ce que je dis, parce que sinon on a pour 8 jours. Là, non pas ça, là, non plus, là. Au secours. Voilà, alors on a ceci. Voilà, Welwitschia mirabilis c'est une espèce de plante. Oh shit. Une espèce de plante donc. C'est la seule espèce du genre Welwitschia et de la famille des Welwitchidae. Welwitchiaceae. Chiaceae. Bon, hein. Voilà, c'est le machin là. Hop. Est-ce qu'on peut voir un peu bien ce que c'est?
Super. Bon, bah, vous l'aurez flou, hein. Est-ce que vous l'avez pas trop dégueu? Oui. Bon, c'est pas nickel, mais vous ferez avec, hein. Elle m'a l'air correcte. Alors, ce truc est donc considéré comme une espèce panchronique, à savoir qu'elle est présente actuellement et ressemble morphologiquement à des espèces éteintes. Donc les espèces panchroniques, c'est le nom scientifique et surtout le nom correct, des espèces fossiles, le terme banni, à ne pas utiliser, jamais, parce que c'est un terme de merde. Voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça énerve énormément les petits cons comme moi. Mais oui, non, c'est le terme d'espèce fossile, c'est un terme pourri et j'en parle, parfois parce que ça m'énerve. C'est un terme que les gens utilisent parce que c'est en fait, le problème, c'est la culture humaine. Les gens ont tendance à se dire, consciemment ou pas, que, les humains ont une énorme supériorité par rapport à la vie, qui font pas partie du plan de la vie ou qui sont au-dessus, et du coup, ils se disent que les espèces ont facilement tendance à être bêtes ou finies à la pisse, ce qui est faux et du coup, ils s'en servent inconsciemment très facilement comme une excuse pour justifier tout ce qu'ils peuvent pas comprendre, et ça m'énerve et ça se voit, enfin certaines réflexions sont un peu empreintes de cette erreur-là. Par exemple, quand on dit qu'une espèce est fossile, ça sous-entend, et c'est très exactement pour ça que c'est appelé comme ça, que l'espèce a cessé d'évoluer depuis l'époque où on en observait des fossiles. Vous m'avez compris, c'est pas ça, mais ouais, vous avez compris. L'espèce a pas évolué depuis ce qu'on a observé dans les fossiles. Sauf que c'est faux, évidemment que c'est faux. Voilà, je ne vais pas revenir sur le phénomène d'évolution, mais voilà, tout le monde évolue à chaque génération et même en permanence. On ne stoppe pas l'évolution, certainement pas l'être humain, malgré ce que certains croient. Non, ça ne s'arrête pas comme ça. Le jour où vous cesserez d'être une quelconque forme de matière organique, éventuellement on pourra y penser, mais c'est pas le cas. Une forme organique, c'est de la vie, hein, globalement. Quand vous serez plus un être vivant, on pourra en reparler. Mais malheureusement, voilà. Donc voilà, les formes de vie évoluent et dire d'une espèce qu'elle est fossile, c'est un peu comme l'échelon manquant en fait, c'est juste faux. C'est pas vrai. Là, le fameux échelon manquant, c'est le résultat, on va dire, de la pensée des gens qui, pour comprendre le monde vivant, résument tellement que du coup, ils finissent par dire des grosses conneries. Quand je vous dis par exemple que l'être humain, c'est l'homo erectus, l'homo habilis, l'homo sapiens, par échelon, l'un puis l'autre et ainsi de suite, bah non, non, moi je suis un homo sapiens, mais mon père est un homo sapiens aussi. Vous comprenez le problème? Ça marche par grade. Quand est-ce qu'on décide qu'un truc n'est plus qu'une espèce n'est plus n'est plus cette espèce-là, mais l'espèce d'après? Et c'est aussi imaginer l'arbre du vivant comme une suite continue d'une seule, l'arbre du vivant, si on en parle comme d'un arbre, c'est justement parce qu'il y a des branches. C'est pas le fil rouge du vivant, vous voyez? C'est pas un fil avec, éventuellement, plusieurs, virages. C'est pas une continuité, enfin c'est une continuité, mais genre c'est plusieurs continuités en même temps qui partent d'un seul point. C'est là que ça devient compliqué. Mais voilà, il faut plus imaginer, l'arbre du vivant comme un genre de c'est un peu comme si vous imaginez un arbre normal, sauf qu'en fait, il y a plusieurs troncs avec plusieurs branches tout autour des racines, qui serait le centre de l'arbre et pas juste son pied. C'est ça qui est un peu spécial et donc on peut pas vraiment dire que ça marche par échelon, quoi. Et donc l'être humain, il a fait plein de trucs en même temps. Il n'est pas passé par un stade puis un autre. Donc voilà, imaginez qu'il manque un échelon, genre, il manque des centaines de millions d'échelons, hein. On est loin de connaître tous les êtres humains et notre façon de classer le vivant ne peut pas fonctionner. Elle fonctionne pas. C'est pas pour rien que la phylogénétique est si compliquée, qu'on n'arrête pas de se rendre compte qu'on a mal rangé des trucs et que certains trucs sont juste pas rangés dans l'arbre des vivants. Sans parler de toutes les espèces qu'on n'a pas découvertes. La vie n'est pas faite pour qu'on la classe, donc c'est vite le bordel. Voilà. Mais il faut quand même qu'on arrive à un peu classer le monde du vivant pour arriver à en parler, à le comprendre. Donc le système qu'on a est mieux que rien, mais il pue la merde quand même. Il est très bien foutu, mais il pue la merde.
C'est possible de faire les 2 en même temps. Donc voilà. Et donc ici, le fameux terme d'espèce fossile, c'est tout aussi inexact, quoi. De dire qu'il manque un échelon, il manque pas un échelon, il manque des centaines de millions d'individus qu'on n'a pas retrouvés, et dans lesquels éventuellement il y a eu, la mutation, très, très légère qui manquait pour qu'on trouve, enfin qu'on estime que c'était une espèce différente. Et c'est oublier ce qu'est une espèce. Une espèce, c'est des traits caractéristiques très précis partagés par certains individus dans un code génétique, enfin qui sont le résultat d'un code génétique très précis, un plan de fabrication, de l'ADN donc et tous ces trucs, sont censés être des cousins quoi, proches, parce qu'on est tous cousins, hein. Vous êtes tous tout aussi cousins des mouches que vous êtes cousins de moi. Vous êtes juste plus proches de moi en tant qu'homo sapiens que des mouches, mais vous êtes proches des mouches aussi. Voilà, on partage une énorme partie, je crois que c'est genre plus de 80 de notre ADN avec, même des mouches. C'est pas une blague. Donc voilà, c'est absolument énorme et c'est cette toute petite partie restante de notre ADN qui fait qu'on n'est pas des mouches. Donc imaginez un peu, à quel point c'est compliqué de classer le vivant. Bref, donc voilà et du coup les espèces panchroniques, c'est mieux parce que ça définit exactement ce que c'est-à-dire une espèce dont on croit, enfin dont on qu'on réobserve, enfin qu'on observe aujourd'hui, mais qui partage les mêmes particularités que d'autres espèces éventuellement ancêtres, qui sont éteintes depuis longtemps. Typiquement, le sélacanthe, c'est une espèce panchronique. Dites plutôt que c'est une espèce panchronique qu'une espèce fossile. Le souci, c'est que personne ne va retenir panchronique et que tout le monde va retenir espèce fossile parce que c'est beaucoup plus simple. Panchronique, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Fossile, c'est déjà plus accessible. Donc voilà, faudrait un petit peu revoir tout ce bordel dans la langue. Et c'est un petit peu le problème habituel, hein, rendre beaucoup plus accessible et surtout beaucoup plus courant, commun les sciences en fait. Les sciences déjà, quand on en parle, on imagine déjà, la science c'est très associé à la connaissance, et c'est normal, mais c'est associé à de la connaissance très intellectualisée. On s'imagine que c'est super compliqué et complexe, mais pas forcément. Hein, alors si, mais j'ai absolument aucun bagage derrière moi autre que ma propre motivation qui fait que je sais ce que je sais. J'ai fait une année de bachelier en biologie que j'ai lamentablement raté. Pourtant, il y a plein de trucs que je comprends que plein de gens ne comprennent pas, hein, juste parce que ça m'intéresse. Il y a plein de gens qui se découragent très vite parce que, c'est ça, c'est des sciences. Voilà, c'est un peu comme quand on dit des maths à un étudiant, à un adolescent de 16 ans, vous lui donnez pas envie. Vous lui donnez vraiment pas envie. Bref, donc voilà, dites espèce panchronique, mais bon, entre nous, on sait très bien que vous le direz jamais. Et moi-même, j'avais oublié, hein. Je sais qu'il faut pas dire espèce, fossile parce que c'est un nom de merde qui est un petit peu une vision réductrice du vivant finalement. C'est le truc a pas évolué, on imagine qu'il est resté aussi primaire et con qu'avant. Déjà imaginer que l'espèce était primaire et conne avant, c'est une erreur. Une mouche d'il y a 500 millions d'années d'il y a 500 000 ans est pas, plus, conne, qu'une mouche aujourd'hui, mais bon et alors c'est vrai qu'éventuellement les cellules en rapport, enfin qui constituent leur cerveau, même s'ils ont pas vraiment de cerveau les mouches, ont, ont probablement évolué, c'est pas pour et qu'à terme, en partant de très, très loin, l'intelligence a fini forcément par progresser. C'est pas pour ça que sur cette espèce-là, en ce laps de temps, l'espèce était conne, et qu'elle est devenue intelligente et c'est pas parce qu'une espèce est moins évoluée qu'elle est primitive ou primaire ou que c'est une bébête un peu conne, quoi. Voilà, il y a vraiment un problème dans notre façon d'estimer le vivant, quoi. Bref, donc voilà, l'espèce panchronique, elle est constituée de 2 feuilles linéaires qui croissent de façon indéfinie et donc là, c'est censé ah oui, c'est tout le bordel que vous voyez là sur la plante, en fait, c'est que 2 feuilles qui s'effilochent et qui peuvent pousser pendant 1000 à 2000 ans? Non, si, c'est ça, la longévité est considérable puisque les feuilles poussent éternellement jusqu'à la mort et que certains spécimens peuvent avoir entre 1000 et 2000 ans. C'est beaucoup, en fait, je trouve. Donc voilà, du coup, c'est ça, quoi. Hop. Bref. Et donc oui, c'est une plante qui peut durer des milliers d'années, qui a 2 feuilles qui s'effilochent au fil du temps et qui poussent indéfiniment.
et qui est capable donc de résister à l'absence de flotte puisqu'elle vit sur des terrains arides. En plus de porter du pollen, ils ont quelques ovules stériles et du nectar, donc elle peut s'autoféconder du coup, non? Bah non, ils sont stériles. Ce qui suggère une tentative inaboutie d'inventer la fleur hermaphrodite, comme les angiospermes. Ah ouais, donc on dirait en fait, si les ovaires les ovules, si les machins étaient pas stériles, ce serait pas une angiosperme, mais elle serait capable de s'autoféconder, en fait. Mais elle peut pas. Donc ce serait une tentative inaboutie ou ratée ou je sais pas trop, du vivant, on va dire, heu, ou pas finie, de rendre cette plante, capable de s'autoféconder. Ou peut-être juste que, c'est une espèce dont certaines espèces du genre pouvaient le faire, parce que je vous rappelle que c'est la seule espèce du genre, et que toutes les autres qui pouvaient le faire se sont éteintes pour une raison qu'on ne connaît pas, et que celle-là qui pouvait pas le faire, a pu survivre pour une raison qu'on peut pas imaginer. Enfin, qu'on pourrait imaginer, mais pas fini, quoi. Bref, toujours est-il que c'est tout ce qui reste aujourd'hui, donc on imagine que c'est celle qui s'en est sortie mieux. Est-ce que c'est grâce à cette incapacité à s'auto-féconder ou est-ce que c'est autre chose? Allez savoir. Particularité de cette angiosperme, elle possède des cônes machin. C'est une plante, bien qu'étant cette plante, bien qu'étant une gymnosperme, possède également des gènes similaires à ceux responsables de la formation des fleurs et organisés selon la même hiérarchie. Donc ça a l'air d'être un genre d'hybride entre les angiospermes et les gymnospermes. Alors les angiospermes, c'est comme les fleurs qui peuvent, enfin, c'est les plantes à fleurs qui peuvent se reproduire elles-mêmes, s'autoféconder, il me semble. Ce sont des plantes vasculaires du groupe des spermatophytes, ces végétaux qui portent des fleurs puis des fruits sont couramment appelés plantes à fleurs. Et les gymnospermes, bah, du coup, c'est celles qui font pas de fleurs, sont un groupe de spermatophytes qui comprend les conifères, les cicadales, les ginkgos, les gnétophytes, un truc comme ça. Bref, c'est plutôt des arbres, j'ai l'impression, mais pas que, je me souviens plus, hein, dans le détail. J'ai eu des cours, encore une fois, j'ai eu un an de cours de bio pour mon bachelier de bio, donc j'ai eu un cours de bio végétal et un cours de bio animal, mais je saurais plus tout à fait vous dire les trucs en rapport avec ces plantes-là. Le cours de bio végétal, c'est pas ce qui me passionnait le plus. Et pourtant, c'est l'un de ceux que j'ai le moins raté. J'ai failli le réussir, j'étais genre à 2 points. Hem, D'ailleurs, je me demande même si je l'ai pas carrément réussi, en fait. Faudrait que je revérifie. Parce que je sais qu'il y a un cours que j'ai failli réussir, que j'étais à 2 points et je me souviens que j'avais sauvé les meubles avec un cours que je pensais pas réussir, mais je sais plus lequel c'était. Et c'était pas les autres cours de bio, c'était pas les cours de maths et pas les cours de chimie et pas les cours de physique. Il reste pas grand-chose. Du coup, je ne sais pas. Bref. Cette plante, mais je sais qu'il y a un cours que j'ai raté avec 2 points, quoi. Cette plante, bien qu'étant machin, d'accord, super, étymologie, on s'en branle. Enfin, on a déjà vu, je crois. Cette plante très particulière des déserts côtiers de Namibie et d'Angola, au désert du Namib, a été nommée en l'honneur du botaniste autrichien Friedrich putain, j'y arrivé tout à l'heure. Wellwich, qu'il a découverte en 1860. Gna gna gna, on s'en fout. Pousse à partir d'un tronc court et épais qui comporte uniquement deux feuilles, qui poussent continuellement à partir de leur base et une longue et épaisse racine pivotante. Ces deux feuilles ne sont jamais remplacées, une caractéristique unique dans le règne végétal. Ah oui, les feuilles tombent pas, juste tu les gardes indéfiniment jusqu'à ce que tu meurs. Et elles poussent tout le temps. Alors que, oui, effectivement, généralement, les pétales flétrissent, ils tombent et puis ils meurent, quoi. Enfin, ils meurent avant de tomber, mais vous avez compris. Après la germination, les deux feuilles plus ou moins lacignées par l'âge correspondent aux cotylédons. Oh là là. Non, correspondent aux cotylédons. Les cotylédons, c'est compliqué à expliquer, hein. Une feuille primordiale constitutive de graines, c'est une partie importante de l'embryon contenu dans la graine d'une plante. Le nombre de cotylédons présents est une caractéristique utilisée par les botanistes pour les classer. Enfin, pour classer les plantes, effectivement. Euh, les cotylédons, c'est plus ou moins tout ce qui donne les fruits, je pense, hein. Ou alors c'est la couche qui englobe le fruit. Je sais plus. Euh,
La welwitschia étant une plante néothénique, bien sûr, à savoir, ça a rapport avec la flotte, mais ah non, pas du tout. Je dis de la merde. Chez les adultes d'une espèce où le fait d'atteindre la maturité sexuelle par un organisme encore au stade larvaire. C'est ça. Donc elle est capable de se reproduire, même quand elle n'est pas censée le pouvoir. Donc quand elle est gosse, qu'on veut dire. La croissance continue sur les côtés, ça donne une forme à la croissance obconicale de la tige. Oui, là, je vais arrêter de lire, je ne comprends pas ce que je lis. Euh, Adaptation au climat aride, ça m'intéresse. Le climat auquel Welwitschia a dû s'adapter est devenu de plus en plus sec au cours de ces derniers millions d'années. Elle ne survit aujourd'hui que grâce au brouillard, ce qui la limite à son aire côtière. On pense qu'elle absorbe l'eau par le biais de structures particulières de ses feuilles, recueillant l'humidité de la rosée qui apparaît dans le désert de chaque nuit. Chez les plantes âgées, les plis des rubans des feuilles maintiennent l'humidité dans le sol autour de la plante, ainsi que les débris organiques qui enregistrent le sol. Comme adaptation supplémentaire aux conditions arides et aux températures chaudes de la journée, on rappelle que c'est la seule gymnosperme à agir comme ça. Elle utilise un métabolisme acide, c'est-à-dire qu'elle fait de la photosynthèse qui permet à certaines plantes terrestres chlorophylliennes de fixer le carbone. Ah, mais c'est comme les algues et le phytoplancton. Ce métabolisme d'assimilation chlorophyllienne crassuléenne donc, concerne les plantes grasses présentant les caractères de crassulescence comme les cactées, donc les cactus, etc. Qui est à moyen de fixer le carbone par la photosynthèse, j'aurais dû lire. Interaction par la faune. La plante constitue une source importante d'humidité, voire de bouffe, ainsi qu'un micro-habitat pour de nombreuses espèces. En période de sécheresse importante, des espèces comme l'oryx gazelle, le springbok, le zèbre de Hartmann, le rhinocéros noir et d'autres ongulés, des animaux avec des sabots, en mâchent les feuilles. Une espèce d'alouette, l'amomane de grès, peut nicher dans ou sous la plante. Des serpents, dont la vipère à cornes d'Afrique du Sud, des lézards, des caméléons, des arthropodes, utilisent la plante comme abri. Un parasol géant, quoi. Un insecte hétéroptère machin est associé. Ah oui, donc alors, mutualisme plutôt que symbiose, je pense, hein, qu'on avait déjà parlé de ça. Donc il y a un insecte qui coexiste avec cette plante, qui se sert un peu de la plante. Il se nourrit principalement d'exudats d'une cochenille farineuse. Je crois que c'est de la merde, mais je suis plus sûr. D'une cochenille farineuse de la famille des pseudococcidés. Cette espèce qui parasite la plante, ainsi que de sève, de graines et de cônes de la plante. On a cru initialement qu'il pollinisait la plante, ce qui a été démontré comme infondé. Par contre, il est l'un des vecteurs de l'infection des cônes femelles par Aspergillus niger, laquelle réduit fortement la production de graines fertiles. Donc, du coup, j'ai pas tout compris. C'est un pote ou pas? Donc, il y a un insecte hétéroptère qui est associé à cette plante. Il se nourrit notamment des exudats d'une cochenille, cette espèce-là, qui parasite la plante, donc qui lui fait pas du bien. Donc, merci à l'insecte hétéroptère qui bouffe le parasite. Ainsi que de sève, de graines et de cônes de la plante. On a cru initialement qu'il pollinisait la plante. Ah, le cochenille, du coup. Mais c'était entre confondé. Par contre, il est un des vecteurs de l'infection des cônes, machin. J'arrive pas à savoir s'il parle du cochenille ou de l'insecte. Je pense qu'il parle du cochenille. Mais voilà. L'aspergie noire est un champignon filamenteux ascomis. Bref, c'est un mycète, c'est un champignon de l'ordre des Eurotiales. C'est une des espèces les plus communes du genre Aspergillus qui apparaît sous forme de moisissure, d'une couleur relativement noire sur les fruits et les légumes. Youpi. On pense que Welocha est une relique du Jurassique. Bon voilà, là encore une fois, relique, ça entend bien ce que ça entend. Euh, Comprenez que c'est de la merde comme jugement. Voilà, c'est juste une plante qui était déjà observable au Jurassique et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt bien.
C'est plutôt impressionnant plutôt que de dire: «Oui, non, mais c'est un vieux truc dépassé, c'est de la merde». Non, si elle est là, c'est qu'elle a su évoluer avec son temps, sinon elle serait pas là. Elle était initialement plutôt adaptée à des conditions tropicales et a réussi à s'adapter à des conditions devenues de plus en plus arides, alors qu'aucune de ses espèces parentes n'a survécu. GG à elle. Donc voilà, avant, il y avait de la flotte, de l'humidité en tout cas, il y en a eu de moins en moins, et c'est la seule qui a survécu. On ne sait pas si toutes les autres ont disparu à cause de la sécheresse, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il fait un temps sec et que c'est la seule qui reste. L'espèce est endémique d'Angola et de Namibie, sur la côte ouest de l'Afrique australe, sur une bande côtière à 2200 km de long, entre, je ne sais pas prononcer ce mot, et Angola, de la rivière Kuiseb en Namibie, et de 100 à 150 km de large, là où l'humidité de l'océan se fait sentir par les brouillards côtiers. Elle pousse en population isolée de quelques rares individus à un millier d'individus, ce qui fait beaucoup. Des peuples de la région l'ont consommé. En, son nom hétéro, machin, bref. Son nom signifie oignon du désert, voilà. Je pense qu'il y a eu une faute de frappe dans le texte. Statut et menace, bien que considéré comme potentiellement menacé selon les critères de la liste rouge de l'IUCN à cause de sa croissance très lente et malgré le fait que les plantes les plus anciennes soient très recherchées par les collectionneurs, un bon nombre de spécimens existent à l'état sauvage. Pour cette raison, elle a été déplacée de l'annexe 1 à l'annexe 2 de la CITES. Concernant les limitations de commercialisation, seules ces graines peuvent être commercialisées, mais pas les plantes. Bah, c'est con. On vous dit qu'elle met, qu'elle met des plombes à croître. Oui, enfin, c'est vrai que remarque, bon, pour moi, ça reste con, mais bon, on est quand même sur une plante qui peut se reproduire tout de suite. Enfin, tout de suite, je sais pas, mais très tôt, en tout cas, avant d'être arrivé à la maturité. Donc, je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est vraiment problématique ou pas. Enfin, ça va quand même réduire le nombre de reproductions de la plante, hein, c'est quand même lui couper l'herbe sous le pied, et c'est une plante, donc c'est pas une bonne idée. Hem Les plantes vivantes en Angola sont généralement considérées comme mieux protégées que celles de Namibie, en raison d'une concentration relativement forte de mines en Angola, vestige de la guerre qui éloigne les collectionneurs. Chais. En Namibie, elle est protégée par une ordonnance de protection de la nature datant de 1975. Elle est suivie dans le cadre de l'IUCN Sample Red List Index for Plants et d'autres projets afin d'identifier l'évolution des risques qui la menacent. C'est à fait. Voilà, voilà. Bon, d'accord. Il y avait d'autres trucs à dire là-dessus? Non. Et oui, donc elle fixe le carbone et donc avec un type de photosynthèse particulier, et elle est capable de survivre dans les conditions arides, et elle est constituée globalement de 2 feuilles qui vont, avec un genre de tronc au centre, qui vont pousser éternellement. Futura science, oui. Est une espèce unique en son genre. Effectivement, puisque c'est littéralement la seule de son genre. Bonjour, ouh DZ Orient, je sais pas si j'ai bien prononcé ton pseudo, désolé. Comment ça va? Comment vas-tu? Nous, on découvre une plante. Ici, on parle souvent d'espèces bizarres, c'est plus ou moins ce que je fais à tous les streams. Et là, on parle d'une espèce, d'une plante particulière qui a la capacité. Elle est un peu bizarre pour plein d'aspects en fait. Elle survit dans un milieu aride, donc elle est capable de résister à la sécheresse, on va dire, alors que c'est une plante. Elle a un type de photosynthèse spéciale qui fait qu'elle fixe le carbone, ce qui nous permet, à nous, au final, humains, de respirer, donc merci. Et elle permet plein d'autres trucs aussi. Et c'est une plante qui n'a que 2 feuilles. On dirait pas là comme ça quand on regarde, mais ça là, tout ça, c'est que 2 feuilles en fait. C'est uniquement 2 feuilles
qui vont s'effilocher au fil des ans et ça peut très vite partir en couille parce que la plante, peut pousser pendant des milliers d'années. Ça va de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. C'est une espèce dite panchronique, donc une espèce fossile, mais j'aime pas ce terme. Et voilà et donc c'est parce qu'en fait, c'est une espèce qu'on observait déjà il y a très longtemps, au Jurassique et dont on s'était dit que, bah, c'est fini, il y a plus, mais en fait, elle est toujours là et c'est la seule espèce de son genre. C'est-à-dire que toutes les autres de sa famille, on va dire, ont disparu, et c'est la seule à être toujours là et comme elle est en comme elle vit encore en milieu aride, elle a des capacités pour absorber la flotte, c'est-à-dire elle est près des climats côtiers, donc près de la mer, quoi et elle absorbe, elle capte, l'eau par ses feuilles, dans la brume. Du coup, parce qu'avec le climat côtier, il y a de la brume qui l'entoure et elle capte l'eau par les feuilles. Ah oui et encore un autre truc, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire sur cette plante, elle peut se reproduire. C'est comme elle est comme les axolotes, elle peut se reproduire sans être arrivée à l'âge adulte et du coup, c'est une plante assez intéressante. Alors, Welwitschia mirabilis est une plante unique en son genre, la seule de sa famille, mais est aussi la seule de son ordre. Elle a été découverte en 1860 et est particulière à la Namibie et à l'Angola. Oui, elle est endémique, quoi. Elle ne vit que là-bas. On la retrouve que en Namibie et en Angolie, en Angola, je sais pas. Et donc dans le désert, du coup. Même s'il est délicat d'évaluer l'âge d'une plante, les spécialistes estiment que certains spécimens de Welwitschia mirabilis sont observés ont entre 1000 et 2000 ans. Et pour en arriver là, ces plantes comptent sur la structure de leurs feuilles pour recueillir la rosée de la nuit et donc de la brume, sur les plis des rubans de leurs feuilles pour maintenir un climat, pour survivre malgré un climat aride, en gardant un niveau d'humidité correct. D'ailleurs, la plante, est parasitée par une cochenille qui elle-même se fait graille par un insecte, donc merci l'insecte. Voilà et à la base, on pensait que le cochenille parasitait non, que le cochenille, pollinisait la plante, mais en fait, pas du tout. Ah oui, encore un autre truc super intéressant sur cette plante, elle est capable enfin non, elle n'est pas capable, mais c'est une gymnosperme, donc elle fait pas de fleurs, contrairement aux angiospermes, mais elle a essayé. C'est une plante dont on voit dans son elle-même là, dans son corps, on va dire, qu'elle a des elle a, on va dire, elle a toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir s'auto-féconder elle-même, chose qu'il faut pour pouvoir être une gymnosperme, pour pouvoir s'auto-féconder et avoir des fleurs, mais elle peut pas parce que, malgré qu'elle ait tout le matériel nécessaire, ses ovaires sont stériles. Chais! Ses ovules sont totalement stériles, donc elle peut rien faire avec. Donc voilà, tentative avortée ou est-ce que c'est plutôt de l'évolution qui a fait que celle qui a survécu parmi tout son genre, c'est celle qui pouvait pas le faire? Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, elle a tous les outils pour pouvoir se reproduire, elle-même, s'auto-féconder, mais en fait, elle peut pas, parce que ses ovules sont tous stériles. Juste Laurin. Hey, désolé de pas live ce soir, j'ai prévu une soirée gaming avec des potes. Bon live à toi, y a pas de souci Laure, t'inquiète. Bah merci. Merci, merci. Moi, j'allais pas trop tarder, à m'arrêter non plus parce que je suis quand même crevé et que j'ai encore des trucs à faire ce soir. Mais peut-être faire encore une espèce après celle-là parce que là, on a fini, hein, je pense. Enfin, sur celle-ci, on a fini. Donc voilà. Alors, oui, donc là, on avait fait le tour. Hop. Heu, Où est-ce que je peux trouver d'autres sources? C'est une plante, donc Animalia, oui, Animalia, c'est mort. Manimalware, ça marchera pas non plus. Mmh.
Pourquoi tu m'appelles Laure, c'est Laurin? Bah, je sais pas, j'ai l'habitude, j'ai une pote qui s'appelle Laure et le premier truc que je vois dans ton pseudo, c'est Laure et le 1 dans mon cerveau, il vient après. Je sais pas, je le détache automatiquement. Donc voilà. Désolé. Euh, Oui, enfin, globalement, on a fait le tour sur cette espèce-là. Il fallait dire. Qu'est-ce qu'il y avait à dire dessus là? Donc c'est une plante fascinante, seule de son genre. Elle ne possède que 2 feuilles qui poussent continuellement. Peut durer des millions d'années, des milliers d'années. Peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, s'effilachent au fil du temps. Capable de survivre dans des conditions arides. Oui, on a fait le tour, hein. Bon, on va faire la deuxième alors. Puisque t'es là, t'as pas une idée d'une espèce dont on pourrait parler avant de partir? Si tu veux, tu peux lancer la commande roue qui va lancer, donc point d'exclamation roue, qui va lancer un sujet aléatoire. Par contre, je te préviens, si c'est un chat ou un micro-organisme, je le fais pas. Ça fait des jours que je fais que ça, parce que chaque fois on a des mauvaises pioches et ça m'énerve. Mais voilà, si tu veux parler d'une espèce bizarre, ou même juste pas bizarre, n'importe quelle espèce que tu connais, c'est comme tu veux. Donc voilà. Et oui, donc je vais pas refaire le résumé de la plante parce qu'on l'a fait juste maintenant, mais bon. C'est quoi ces noms? Quel nom? Roux. Ah bah ce sera un primate. On va refaire un primate. On a déjà fait quelques primates hein, dans le truc. Ces noms, quels noms? Les noms de la plante? Est-ce que tu as des bases de phylogénétique? Est-ce que tu vois ce que c'est la phylogénétique déjà? C'est le système de classement du vivant, si c'est ça que tu demandes. Les noms latins, c'est ça. Bah, c'est le système de classement du vivant. C'est-à-dire qu'il y a... c'est un peu compliqué à expliquer là comme ça. Le nom d'une espèce, ça peut être... Enfin, on trouve souvent des noms communs. Par exemple, le chat, ok, ou le chien. Mais le nom latin du chien, l'espèce commune, c'est Canis canis. Oui. Le renard, c'est Vulpes vulpes, etc. Et comment on fait pour évaluer ce truc-là? La phylogénétique, c'est des tas de noms qui paraissent très compliqués, mais qui ne sont pas tant que ça. C'est donc des noms latins qui sont attribués aux groupes d'espèces, donc des tas d'espèces qui ont les particularités en commun, selon la capacité chelou qu'ils ont. Euh, Par exemple, les organismes qui ont une mâchoire, on va dire que ce sont des prognates, et ceux qui n'en ont pas, on va dire que c'est des agnates. Ils ne peuvent pas niaquer. Mais donc ça, c'est pas vraiment des genres, on va dire, mais c'est déjà des caractéristiques. Et plus ça va devenir précis, plus on va devoir donner de caractéristiques, et plus les noms vont se complexifier. Mais on donne pas 12 000 noms dans le nom final de l'espèce, on va juste lui dire, enfin on va juste lui donner le nom du genre final dans lequel il se retrouve, la toute fin du filtre, si tu veux, et après le nom de l'espèce contient le mot du genre et un petit truc en plus pour spécifier que c'est cette plante, enfin que c'est cette espèce-là et pas une autre. Par exemple, je suis un homme, je fais partie du genre Homo, et quelle espèce particulière d'homme je suis un Homo sapiens, voilà. Et pour écrire le nom d'une espèce, il faut qu'il y ait le genre dedans, c'est spécial. Sinon, c'est pas réellement considéré comme le nom d'une espèce. Mais ce qui fait réellement que l'espèce s'appelle comme ça, c'est la finalité sapiens. Bref. Du coup, Homo s'écrit avec une majuscule et sapiens s'écrit sans majuscule et écrit en minuscule. Et là, par exemple, pour la plante, comme j'ai dit, c'est Welwitschia mirabilis. J'ai fait 2 ans de latin et j'ai absolument rien appris. Donc je ne saurais pas te dire ce que ça veut dire, mais Welwitschia c'est le genre, donc c'est pour dire quelle famille de plantes c'est. Euh, et Mirabilis, c'est pour vraiment la finalité spécifique, dire c'est cette plante-là et pas une autre. Par exemple, si tu veux, mon chat à moi, qui est un merveilleux chat noir, c'est un chat européen. Voilà, ça c'est une espèce. Et puis il y a d'autres trucs qui sont pas tout à fait
Enfin, il y a d'autres chats, quoi, genre le sphinx, il sera pas du tout, c'est pas du tout le chat européen, donc il aura un autre nom scientifique. Et voilà, et donc la phylogénétique, ça devient vite un bordel parce que le monde vivant est pas du tout fait pour qu'on puisse le classer, certainement pas de façon aussi précise. Donc bon, tu es en train d'insinuer que les hommes transgenres ne sont pas de vrais hommes? Bah non. Non, c'est des homos comme moi. Je me suis peut-être pas exprimé ou alors c'est une blague, je ne sais pas. Mais moi j'ai tendance à être très premier degré, hein. Mais non, non, c'est bien, non, c'est des hommes, comme moi, je ne fais pas de distinction de ce côté-là. OK, non mais t'inquiète, il y a pas de souci. T'inquiète pas. Mais enfin le problème, c'est pas un problème, mais comme moi je vois que le chat du coup et que je suis facilement premier degré, bon, voilà. Du coup ça m'a fait flipper, je me suis dit: «Attends, tu dit une connerie, Mais non, tout va bien, ouf! Tant mieux, tant mieux. Donc voilà. Et ouais, du coup, la phylogénétique, c'est un peu compliqué à t'expliquer. Mais voilà, selon les caractéristiques qu'ont les espèces, on va les classer plutôt dans certains trucs, sous certains noms plutôt que d'autres. Voilà. Et du coup, ça devient très vite compliqué. Autisme. Et voilà. Est-ce que tu connais les totems? Le totem scout? Je sais pas si tu connais. Moi, j'ai fait les scouts. J'ai intensément détesté cette expérience. Mais j'ai eu un totem et ça valait le coup. Et voilà. Et donc sache qu'ici, on a différentes commandes qui permettent, entre autres, de se faire totemiser. Tu connais pas les totems? Alors, les scouts, donc c'est les mouvements de jeunesse. Enfin, c'est un mouvement de jeunesse. C'est des. J'ai jamais bien compris ce que c'était, mais c'est en rapport avec les pionniers, etc. C'est des. Aujourd'hui, parce qu'avant il y avait tout un impact chrétien dessus. Aujourd'hui, c'est plus, c'est des gens qui, de genre ouais, des débuts 20 piges, qui cherchent à se faire du pognon, et donc ils proposent de garder un peu des gosses les samedis, il me semble. Et il propose de faire des activités qui, en ce qui me concerne, étaient toujours bien nulles à chier, mais enfin, genre, il nous faisait sortir, en fait, hein, et ça dure environ peut-être 3 4 heures, le samedi. Mais il prévoit aussi une fois par an ce qu'on appelle les camps. C'est-à-dire qu'ils partent en voyage avec leurs, le les gens là, qui sont généralement des mineurs, heu, de différentes années, hein. Ils ont toutes des sections, par âge, et ils font des voyages avec, et ils organisent ce qu'on appelle des hikes, par exemple, c'est-à-dire des marches, qui parfois peuvent durer. Moi, le hike que j'ai fait quand j'étais au scout, a duré 3 jours. Voilà, et on avait une carte, et amusez-vous bien, on se retrouve là-bas. Vous avez 3 jours pour faire 90 kilomètres. OK, ça donne envie en tout cas. En plus, j'étais entouré pratiquement que par des connards, donc j'ai pas trop aimé. Il y a des gens qui essaient de me pisser dessus au scout, c'était super. Bref, mais à terme, donc, on fait ce qu'on appelle des espèces de petites réunions. C'est des totems, donc, et donc c'est des espèces de, c'est des mini épreuves, quoi, on va dire, où on essaie de donner un peu une impression de sérieux, pour essayer de faire un peu flipper les nouveaux. Ça, c'est un truc que j'adhère moins. Et du coup, après, on a, ben, après, selon comment ils ont réagi, etc., on se concerte avec ceux qui ont plus d'un an dans la catégorie par âge. Donc chez les scouts, il y a les baladins, les louveteaux, les scouts en Belgique. Et donc les scouts, c'est plutôt les majeurs ou ceux qui vont être majeurs, quoi. Et donc ils se réunissent ensemble et ils disent: «Bon, alors celui-là, voilà, sa première année ici, OK, bon, je sais pas, il est plutôt timide, plutôt adroit, pas adroit, on va voir». On sort une grosse farde que je vais peut-être réussir à te montrer par là. Hop, là, Maurice. On sort la grosse farde des totem scouts. Et selon les descriptions qu'on trouve dedans et selon les animaux qu'on trouve dedans, on dit: «Eh vas-y, lui, on va l'appeler comme ça maintenant». Voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai hérité en première année scout d'un totem. Et mon totem, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'était le beluga, qui est un dauphin, un beau dauphin. Voilà, voilà, admire qu'il est beau. Et l'année d'après,
la deuxième année, on refait globalement le même bordel, mais en un peu moins vénère, où on leur attribue ce qu'on appelle un quali, donc le qualificatif, quoi. Et donc c'est un adjectif qui les qualifie. Et moi, c'était indépendant parce que je supportais pas les scouts, alors je passais tout mon temps tout seul. Je faisais ma bouffe tout seul, je faisais tout seul. Je supportais pas les gens. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Voilà. Et donc, comme ici, on essaie de voir des espèces un petit peu bizarres, de découvrir un peu des trucs, et voilà. J'essaye de tourner un peu les commandes autour de ça, et donc je me suis dit, ce serait marrant de pouvoir totémiser les gens. Je déteste les colos de vacances. C'est un peu ça, ouais, c'est en moins bien. C'était nettement moins bien foutu. Une fois, j'ai failli mourir d'ailleurs. On est parti en Croatie et on est tombé sur un terrain que les chefs, on va dire, étaient censés avoir vérifié. Mais sauf que bah, donc partir de Belgique pour aller en Croatie, ça coûte du pognon. Donc ils l'avaient pas fait avant. Donc ils l'ont fait quelques jours avant quand on a débarqué dans le pays, mais c'est tout. Et en fait, donc ils ne le savaient pas, mais quand on a préparé les totems, donc dans le noir la nuit en hiver, enfin fin hiver, début été, en Croatie, donc on se les pèle, on a débarqué, il faisait totalement noir, et il y a un mec qui sort, qui nous gueule dessus en anglais, on comprend pas trop ce qu'il dit parce qu'il a un peu un accent de merde, et au bout d'un moment, il sort un gun et il nous crie Get out. Ok mec, d'accord, tout va bien. On était juste tous comme des cons dans la forêt en train de préparer notre tambouille là, en attendant de préparer les nouveaux pour leur totem, et il y a un mec qui nous gueule dessus, et moi j'ai pas cru. Je me suis dit, mais parce que j'avais tellement l'habitude du fait que les chefs faisaient n'importe quoi, n'importe comment, je me suis dit, ouais, une fois en fait au Louveteau, donc plusieurs années avant, ils avaient organisé un kidnapping, un faux kidnapping d'un de mes potes à moi. Voilà. Et on a passé la soirée à essayer de récupérer ce mec qui en fait était en train de manger des chips à l'arrière d'une voiture d'un des chefs, quoi, tranquille. Et moi, ça m'a moyen plu. Voilà, donc bon, ça, plus tout le vécu qu'il y a eu après, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est une blague. C'est les chefs, ils sont cons. Donc moi, je suis resté là, à attendre. Et le mec a tiré. Donc j'ai dû partir en courant blanc parce que j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais voilà, tout le monde avait détalé. Vraiment, il s'était barré en courant. Et moi, j'étais, ouais, bon, ça va, je vais pas courir non plus, on sait, ça va. Et en fait, non, c'était un vrai taré. Un vrai taré campé au milieu de la forêt. Youpi! Voilà, et ça, je l'ai appris qu'après. Un gros zinzin, mais pour sa défense, c'était pas tout à fait sa faute. Il faut savoir que 10 ans avant notre passage, il y avait eu la guerre en Croatie. Donc voilà. Voilà. Bref, il était un petit peu zinzin, mais c'était pas tout à fait sa faute. Voilà. Et après, les chefs ont envoyé une lettre bien propre, bien sympa, pour expliquer aux parents qu'on s'est fait braquer par un taré, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et mes parents ont absolument pas réagi. Voilà. Pour eux, tout était normal, il n'y a pas de souci. Enfin bref, voilà. Et donc, comme j'ai eu, parce que j'ai détesté les scouts, mais j'aime bien le système de totem. T'inquiète, c'est rien. Ouais, ça va passer, hein. Et comme j'ai détesté les scouts, mais que j'aimais bien le système de totem, j'ai décidé de le garder sur ma chaîne. Et donc, quand tu tapes la commande !totem, T-O-T-E-M, dans le chat, tu te fais totémiser avec certaines des espèces qui sont passées en live. On en a découvert une cinquantaine. C'est la 50 ou 51e qu'on fait là maintenant. Et il y en a un peu moins d'une dizaine pour l'instant qui sont dans les commandes de totem avec des blagues rigolotes. Oh, la Saiga! Alors celui-là, il est merveilleux. Je suis très content de celui-là. Est-ce que tu sais ce que c'est une Saiga? Je vais te montrer. Et oui, parce que l'antilope Saiga, bon, c'est une antilope, les antilopes, ça ressemble un peu à des cerfs, sauf que c'est beaucoup plus spécial, la Saiga. Parce que elle a une trompe. Voilà. Hop. Voilà. Et je trouve ça trop mignon. Mais il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve ça mignon. Et du coup, on va dire c'est un trait qui est l'hérite de ce qu'on appelle la mégafaune. Donc la faune d'il y a très très longtemps. Bon, imagine les dinosaures. Boum, les dinosaures, il n'y a plus. Ensuite, les mammifères qui étaient bien planqués dans le sol sortent et font leur vie, ils se développent, ils évoluent. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des paresseux de 3 mètres de haut. Oui.
comme le Megatherium, je crois, qui était un petit peu grand. Et dans cette mégafaune, on avait donc plein de trucs, y compris des antilopes un peu comme ça, avec des trompes. Et puis bon bah voilà l'évolution, voilà. Et donc du coup il y a pas mal d'espèces qui se sont éteintes et on a aujourd'hui ce qui nous reste. Et donc dans le tas il y a l'antilope saiga qui a une espèce de trompe, une toute petite trompe toute courte, mais voilà. Et, euh, et moi je trouve ça mimes. Et voilà. Et aussi, j'ai les sound alerts, donc qui sont, bah, c'est les alertes sons. Ça permet de mettre des sons aléatoires. Normalement, ça joue avec des beats, mais comme je ne suis pas affilié, je peux pas. Et du coup, tout est gratuit. Et ça permet du coup de faire jouer des sons. Et on peut modifier, on peut choisir les sons qu'on veut, mais il y a toute une liste de sons sélectionnables gratuitement, utilisables quand tu veux sur Sound Alerts, qui est une extension sur Twitch. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir les extensions sur Twitch. Il y a pas mal de trucs très drôles qui peuvent être faits. Et, et du coup, comme ça, tu peux lancer les sons que tu as personnalisés. Et moi, du coup, je me suis cassé les couilles parce que j'adore ça, apparemment, à chercher les sons des espèces bizarres et peu connues, donc forcément pas souvent enregistrées, qui sont passées en live, pour pouvoir les mettre et qu'on puisse jouer leurs sons. Voilà. Et donc, fatalement, comme on a fait beaucoup de félins ces temps-ci, il y a pas mal de félins, quoique j'ai toujours pas trouvé le son du Kos, donc le chat des marais, ce qui me rend un petit peu dingue. Non, c'est pas celui-là, c'est le chat de Temink. Le Félix Kos, on l'a. Le chat des marais, on l'a. C'est le chat de Temink que j'ai pas trouvé. Et fatalement, j'ai pas rajouté les sons de ce matin parce que j'ai eu autre chose à foutre. Mais voilà. Du coup, il y avait pas mal de trucs. Et, Et oui, du coup, j'ai dû mettre pas mal de sons. Bon, évidemment, pour ce qui est des plantes et des espèces éteintes et des espèces microscopiques, compliqué de trouver les sons. Mais j'ai quand même mis des tas d'autres trucs. Il y a des chats, des chats. Il y a mon chat qui ronronne aussi. C'était horriblement dur à enregistrer, ça. Et voilà, il y a plein de trucs qui sont utilisables. Et on peut pet le renard aussi, hein. Je sais plus exactement comment il faut faire, mais il y a un moyen dans les extensions. Il y a plein l'essentiel des trucs, pareil, c'est faisable par bits, mais on peut caresser le renard qui s'appelle Senzo. On peut. Voilà, on peut, c'est possible. Donc voilà. Alors oui, tu avais dit un primate. Bah, donc on va aller demander au chat qui pète. Hop. Donc, cite-moi. Eh, une espèce de primate très peu connue. Là, ça va commencer à devenir compliqué parce que des primates, on en a fait quelques-uns, donc c'est pas impossible qu'il faille relancer. Avec des capacités bizarres. Il sait pas écrire, au secours. Dans les primates, on en a déjà trouvé quelques-uns qui étaient bizarres. Il y a le lorislan, évidemment, qui est déjà un peu bizarre. C'est le seul primate qui fait du poison. Tarsus, on a déjà fait les tarsiers, c'est bon, on va pas les enchaîner non plus. Donc voilà, le seul primate qui fait du poison. D'ailleurs, toutes les vidéos où on voit les gens qui caressent les loris qui lèvent les bras, là, c'est de la maltraitance animale, hein, c'est de la torture, ils détestent ça. Et le aïe bah, on l'a fait aussi. Le aïe, très bizarre, le aïe. Je vais te le montrer parce il est vraiment très très bizarre, le aïe. On dirait pas une seule seconde que c'est un primate. Je vais y arriver. Là. Voilà. Imagine, avant de te le présenter, il faut. Ouais, voilà. Imagine. Ouais, il est bizarre. Hein. Il est juste bizarre. Donc voilà, il a des dents d'écureuil. C'est compliqué à présenter. Il a vraiment juste des dents d'écureuil. Voilà. Attends, je vais te le mettre un peu mieux quand même. C'est un peu dégueu. Hop. Là. Ici. Hop. Mon ex. Oh non. C'est pas gentil pour le aïe. C'est pas sympa. Non, en vrai, bon, là, les photos le mettent pas super en valeur, mais en vrai de vrai, il est un peu mimes. Dans les vidéos, il est un peu mimes. Et oui, donc il a ce qu'on appelle une oligodontie. Donc il y a ses incisives qui se sont allongées, donc les dents de devant là, qui se sont allongées et qui se sont rapprochées l'une de l'autre. Et du coup, ça fait comme les écureuils, comme les hamsters, les castors. Voilà, c'est comme Ratatak dans Pokémon. C'est le même type de dents.
et il a des mains un peu bizarres. Effectivement, pauvre bête, bah oui. Il a des doigts un peu bizarres parce qu'il bon, globalement, il a des mains, de primate quoi, sauf un doigt, le majeur, oui bon, qui est très long par rapport au reste et donc c'est un primate qui se nourrit, bon là ça devient dégueu, mais c'est comme ça, de larves et donc il fait toc toc aux arbres avant de les doigter. Je te jure que c'est ça la meilleure description. Il fait toc toc pour voir s'il y a de l'écho ou pas et surtout entendre s'il y a des larves, les larves de l'insecte qui bouffent dedans ou pas et après il fait des trous avec ses dents, des dents d'ailleurs qui, comme pour les écureuils et cetera, poussent et les rats aussi tout au long de sa vie, donc il est obligé de les user et donc il les racle sur le tronc pour faire un trou et après il met son doigt dedans, pour, il part à la pêche quoi avec pour grapper, les trucs. Le doigt plus long que le reste, oh là là. Mmh. Donc voilà et le aï-aï est un survivant parmi les survivants. Parce qu'on parlait des noms scientifiques tout à l'heure, il y a donc les genres et il y a encore un truc au-dessus du genre. Attends, je vais essayer de reset ma caméra parce que je vois qu'elle, elle a un décalage de dingue. Malheureusement, c'est un peu la faute à mon réseau, je ne peux pas y faire, grand-chose. Hop, si je regarde non, il est bien connecté sur ma 4G, hein. Ouais. Comme mon ex. Heu et oui, donc c'est un survivant parmi les survivants parce qu'il a, donc il a son genre, on va dire, qui a, c'est la dernière espèce de son genre et son genre est le dernier de la famille, on va dire. Voilà et alors ça c'est pas frappant, là, dit comme ça, mais ce truc est un lémurien. Voilà, ce truc est plus proche de King Julian dans, Madagascar que d'une souris. On dirait pas, mais si. Si, si, je te jure et waouh, ça c'est spécial, quoi. D'ailleurs, Maurice dans Madagascar est censé, même si je trouve pas du tout, être un aï-aï. J'ai la ref. Donc voilà, c'est très bizarre. Mais voilà et donc en fait, c'est un lémurien parce que les lémuriens, c'est un bordel à définir ce que c'est. Les gens sont enfin, c'est compliqué de définir ce qu'est un lémurien. Déjà, il faut qu'il fasse partie d'une certaine famille, phylogénétique précise et qu'il vive sur l'île de devine où. Voilà. Donc il faut qu'il vive sur l'île de Madagascar. Du coup, le aï-aï vit sur Madagascar et il fait partie, on va dire, de la même du même genre, la même super famille que le que les lémuriens, donc les lémures et cetera. Mais c'est pas du tout pareil. Mais vas-y, c'est pareil quand même. Et donc c'est le dernier survivant de son genre. Avant, il y a je sais plus si c'est 100 ou 1000, je pense que c'est 1000, 1000 ans, il y avait un autre aï-aï appelé le aï-aï géant. Parce que ce truc est tout petit, hein, il doit tenir dans la paume de ma main et et donc voilà et donc il y avait le aï-aï géant qui s'est éteint, il y a un bout de temps, quoi et c'était les 2 seuls couillons de leur famille qui restaient. Aujourd'hui, il reste que lui. Voilà, c'est le seul. Donc voilà, spécial, quoi et on en a vu quelques-uns qui étaient bizarres, hein. On a vu aussi, le galago à queue touffue, on a vu le poteau, le tarsier spectre. Le tarsier spectre, il est perturbant aussi. Le tarsier spectre, il fait des genres d'ultrasons et je crois que c'est le plus petit primate, mais aussi celui qui a les plus grands yeux de tous les primates. Ce qui fait que quand il veut bouger, quand il veut regarder quelque part, il peut pas juste faire ça. Il peut pas juste regarder par là et pas bouger la tête. Il est obligé, enfin il a quand même la possibilité de bouger un peu les yeux comme il veut, mais il est obligé de bouger la tête au bout d'un moment. Il peut pas juste faire ça. Il est obligé de, s'il veut regarder par là, il peut éventuellement tourner un peu les yeux, mais il doit surtout tourner la tête comme un gland. Et du coup, c'est marrant. Le spectre, comme dans Phasmo, je joue pas du tout à Phasmophobia, donc j'ai pas la ref, désolé. Et ouais, il y a quelques trucs cool sur toutes ces bébêtes-là. Et donc on va relancer. Il nous a dit le aïe aïe, on a fait. Encore.
Et donc j'ai une chaîne de VOD sur YouTube si tu veux voir les trucs. Et il y a la commande Pokédex aussi qui permet de lancer la liste des maintenant près de 50 espèces qui sont passées. C'est encore un tarsier ça, qui sont passées en live pour avoir les noms. Généralement, ils ont des noms, on dit vernaculaires, on va dire des noms communs, quoi, genre un chat. Mais c'est pas toujours le cas. Donc parfois, je suis obligé de laisser le nom scientifique. Mais le nom scientifique, c'est le truc que tu tapes sur internet pour être sûr de trouver l'espèce dont je parle. Parce que si je te dis par exemple les grenouilles de verre, bah, c'est pas une espèce, c'est plusieurs espèces qui sont pas forcément toutes dans le même genre. C'est des espèces qui ont la particularité commune d'avoir le ventre transparent. Et c'est un peu spécial. Les grenouilles de verre, elles sont un peu perturbantes aussi parce qu'elles ont donc le ventre transparent, le dos opaque, et on voit l'intérieur. Voilà. Aucune pudeur, elles te montrent leurs organes sans souci. Et on pourrait se dire que c'est une bonne technique de camouflage, sauf que mais du coup, si on voit à l'intérieur, mais on voit pas du transparent, on voit ce qu'il y a dedans. Donc on voit les organes. Les organes n'ont pas de couleur, d'accord, mais dedans, il y a un truc qui a beaucoup de couleurs, le sang. Donc on voit le sang. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh ben en fait, oui, parce que cette grenouille est capable et ça c'est assez rare, de déplacer son hémoglobine, donc les globules rouges, donc le truc qui donne la couleur rouge au sang, pour les mettre dans son foie. Donc elle filtre, comme ça son sang circule toujours, mais il circulera sans les globules rouges. Et comme ça, le sang n'est plus rouge et il peut continuer de circuler en étant transparent. Et du coup, tout ce qu'on voit, c'est le vert opaque du dos à travers le ventre. C'est un peu spécial. Mais sauf que elle fait ça que quand elle dort. Parce que bon, bah, le jour, pourquoi cacher le ventre? Elle dort enfin, elle est dessus, on s'en fout. Mais la nuit, par contre, ça peut être intéressant de le planquer. Et donc elle ne fait ça que la nuit, ce qui est arrangeant parce que, comme chez plus ou moins n'importe quelle espèce, quand on dort, on est moins actif que quand on dort pas. Et ça a un impact sur ce qu'on appelle le métabolisme. Globalement, le corps vit moins vite. Et ça fait du coup que, le corps consomme moins d'énergie et surtout il consomme moins d'oxygène, de dioxygène. Sauf que la fonction de l'hémoglobine, c'est justement de transporter l'oxygène dans le corps. Il était une fois la vie, n'est-ce pas? Et du coup, c'est très intéressant, heu, de pouvoir se planquer comme ça, mais elle ne le fait pas elle ne planque pas son hémoglobine le jour parce qu'elle a besoin de cet oxygène vite, heu, puisque son organisme fonctionne plus vite. Mais pas la nuit, puisqu'elle branle globalement pas grand-chose la nuit, elle dort. Enfin, quand elle dort, en tout cas, je précise c'est la nuit, mais quand elle dort, elle branle pas grand-chose. Donc elle a pas besoin de tout ça. Donc là, elle peut stocker l'hémoglobine dans le foie. Et du coup, youpi. Et là, c'est malin, quoi. Le Galago, on l'a fait aussi. Décidément, on commence à avoir fait pas mal de primates, hein. On en a fait quelques-uns. Alors, qu'est-ce qui sort d'autre? Le tamarin lion à tête dorée. Alors celui-là, par contre, je connais pas. Tamarin, je connais de nom, mais donc le tamarin peu connu, machin. Le Leontopithecus chrysomelas, une espèce endémique, donc ça veut dire qu'elle est exclusive à la forêt atlantique du Brésil. Donc elle vit que là-bas. Ce petit singe arbore une fourrure flamboyante allant du rouge doré à l'orange vif, d'où son nom évocateur. Ce qui lui distingue, c'est son régime alimentaire particulièrement varié et adapté à son habitat forestier. En plus de se nourrir de fruits, de fleurs et d'insectes comme la plupart des primates, le tamarin lion à tête dorée consomme également de la sève d'arbre. Il est canadien, je pense. En mordant l'écorce pour accéder au flux de sève, une adaptation unique parmi les primates. De plus, il vit en groupes familiaux étendus avec des liens sociaux complexes et une communication vocale variée, allant de cris stridents au chuintement doux. Malheureusement, cette espèce est menacée en raison de la déforestation et de la fragmentation de son habitat naturel. Ici, c'est triste, hein, mais il faut s'y habituer. Ça arrive souvent d'avoir des espèces, malheureusement, qui sont pas au top de leur forme sur la chaîne. La musique va super bien avec le thème. Voilà. Ça arrive malheureusement assez souvent, heu, pour plein de raisons. Le braconnage, mais c'est même pas le plus important. Le problème principal, bon, évidemment, c'est la destruction des sols, la destruction de l'environnement et aussi, l'agriculture qui contribue énormément à cette destruction. Ouais, plus les confrontations avec les humains, donc on leur roule un peu dessus malheureusement, mais bon. Et donc moi je disais le Leompithecus chrysomelas.
Hop. Tac. Là. À quoi tu ressembles? Ah oui, effectivement. Bon, évidemment, c'est flou, mais voilà, tu as l'image en gros. Il est beau, hein? Waouh! Il a les incisives qui dépassent. Il a les dents du bonheur. Hop. Ah, c'est en anglais, fait chier. C'est un tamarin lion endémique du Brésil, on l'a déjà vu. Il vit plutôt dans les forêts tropicales, proches des montagnes, j'imagine. Dans l'état de Bahia, considéré comme une espèce en danger. Il vit dans les arbres entre 3 et 10 mètres de long, enfin de haut, et préfère les habitats avec des forêts, bien sûr. Bah, c'est un primate, quoi. Euh, On ne connaît pas trop. There is not much to know known on its mating system. Donc on ne sait pas trop comment il baise. Dommage. Bon, on a une vague idée, mais on sait pas, on sait pas trop le détail, la fréquence, les habitudes sociales aussi. Voilà. Ah bah tiens, le système, ils sont plus évolués que nous de ce côté-là. Ils s'occupent équitablement du gosse entre le mâle et la femelle. Bon, ce que ça bouffe, on l'a déjà vu. Behavior. Une étude a montré que le machin passe beaucoup plus, 50% de son temps dans seulement 11% de sa zone d'habitat, de son territoire. Et son, l'endroit où il vit le plus dans sa zone est influencé par l'endroit où il chope le plus de ressources, évidemment. Il est beau, oui. The average home range only 63 hectares, on s'en fout. Conservation, il en est où exactement? En danger, oui, d'accord, mais vous n'avez pas un truc un peu plus précis? On aura forcément un truc sur Animalia. Je sais pas pourquoi je me casse les couilles. Hop, parce que c'est un animal. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Hop. Voilà. Oh. Ça, on a déjà vu. Ah, on a une estimation de la population. C'est bien, c'est rare. Par contre, elle est vraiment très 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 basse. C'est moins bien. 6 000 à 15 000. C'est très très peu. C'est vraiment très peu. Donc, à mon avis, on est sur du vulnérable hein, là. Ça m'étonnerait que ce soit du préoccupation mineure. Regardez. Mes plantes. Eh oui. C'est même carrément, oui, c'est en danger. C'est en danger. C'est pas vulnérable, c'est en danger. Hein. Ouais. Menaces démographiques. Les principales menaces pesant sur le tamarin lion à tête dorée sont la déforestation. 0,5% de son habitat disparaît chaque année. Les feux et la chasse, évidemment. Ouais. Ah, habitude d'accouplement, on les cherchait justement. Bon, je vais te laisser. Bisous, à la prochaine, c'était très sympa. Salut! Salut, salut, passe une bonne soirée. Amuse-toi bien. Alors, accouplement saisonnier. La femelle manifeste activement sa réceptivité par une augmentation de ses présentations anogénitales. Je vais adorer ce passage. Yes. Alors, anneau parce que anal et génital parce que les couilles,
ou la chatte évidemment. Bref. Donc voilà, ce qui induit une multiplication des reniflements anogénitaux et des montes de la part des mâles. L'un d'entre eux émergeant en reproducteur dominant, naissance entre octobre et avril, avec presque autant d'enfants uniques que de jumeaux. Oh. Et seulement 27% des femelles se reproduisant 2 fois par an en dépit d'un environnement sans saison sèche. Gestation de 125 à 132 jours, plusieurs cas d'infanticide ont été observés chez certains spécimens. Bon, mais c'est vrai que là pour le coup, je connais plus. Enfin, je connais. Je sais qu'il y a des espèces de souris et de chats qui font ça, mais waouh. Il est polyandre et monogame, c'est pas possible ça. Quoi? Animaux polyandres. Oui, bon, d'accord, super, merci. Polyandre. La polyandrie. Se dit d'une femme qui a plusieurs maris en même temps. D'accord. Mais monogame. Ah oui. Donc c'est un mâle qui se met avec d'autres mâles autour d'une meuf tout le temps. Alors toute sa vie ou une à la fois, ça encore, il faudrait des termes spécifiques pour le préciser. Il y en a en général. La bise. Et donc, ouais, là, je sais pas exactement comment ça se passe. Il vit 21 ans quand même, ce truc, hein. C'est pas mal, 21 ans. Il fait 26 centimètres de long, il est plus petit que mon chat. Et donc, on le trouve essentiellement en Amérique du Sud, au Brésil, dans cette toute petite zone de merde. C'est... Ouais. Tout à l'heure, là, je parlais du... Donc, ce matin, je parlais du chat. Le chat quoi déjà? Je sais plus, le chat de... Le chat de... Geoffroy. C'est ça, c'était le chat de Geoffroy. Qui vivait dans une zone aussi en Amérique du Sud, mais pas trop dégueulasse, quoi. C'était entre le centre et l'ouest et l'est. Voilà. Je sais pas ce que c'est l'État au centre, à côté du gros machin à droite, mais c'était surtout là et donc à l'est. Euh, on va dire nord-est centre, quoi. Parce que je dis au sud, mais c'est pas le sud-sud, c'est le sud à partir du centre. Bref, donc c'est pas le sud. Et donc il vivait surtout là, et c'était pratiquement sur toute la surface des deux pays, mais c'est tout petit quand même. Et, ouais, c'était déjà petit, mais ça, c'est invisible, hein, à l'échelle du monde, c'est absolument que dalle. C'est dommage. Sage. Gna 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 gna. Donc voilà, ça vit dans les forêts, dans les climats tropicaux, bref. Habitudes et modes de vie. Il cohabite parfois avec des Ouistiti. Les deux primates formant parfois d'éphémères troupes mixtes. Donc c'est peut-être qu'il y a il y a peut-être du mutualisme là-dedans. Donc le mutualisme, c'est quand les espèces coopèrent pour fonctionner ensemble. Et le stade encore au-dessus, c'est de la symbiose. Donc Ramolos et Coquillas qui donnent Flagados, quoi. C'est quand tu peux plus, enfin tu peux les séparer, mais on va dire que tu peux pas, les deux espèces peuvent pas survivre l'une sans l'autre. Voilà. Comportement saisonnier migrateur, d'accord. Faunivore, donc frugivore, faunivore, exudativore, d'accord. 79 espèces de plantes, machin, ça on s'en fout, c'est de la pub pour un autre truc. Mais bien que c'est bizarre. Accouplement saisonnier, machin, d'accord. Plusieurs cas d'infanticides, on l'a déjà vu. Et tendance démographique décroissant, bah oui, on sait déjà qu'il est dans la sauce et c'est pas prêt de s'arrêter. Manimal World a tendance, donc le site a tendance à te donner plus d'informations sur le comportement du truc. Donc on va aller voir là-dessus. Puis on va s'arrêter là. Ils l'ont pas? OMG.
Le tamarin lion. Animal World. Vous avez pas? Bah dis donc, il en met du temps à charger. Le tamarin lion. Lion d'Afrique. Tigre ou ligre ou tigron. Tigron. Léopon. Jaguar. Les lions de l'Atlas, c'est totalement éteint, ça. Puma. Ils ont pas. Bon, bah ça m'étonne. Est-ce qu'ils auraient pas un truc à dire, les gens, sur celui-là? Ah bah super. Prédateur. Il est chassé par des rapaces, comme l'aigle harpie, par des félins, comme l'oslo et le magret. Le marguet, parce que le magret, c'est pas la même chose. Mon Dieu, il se fait chasser par des canards! C'est terrifiant! Marguet, je sais pas ce que c'est. Ainsi que le gros serpent, qu'est-ce que c'est que ça? Le chat-tigre. Ah, il est mignon, hein. Mais bon, il bouffe des primates, alors c'est pas très gentil. Euh, Et des gros serpents. Donc, ce singe omnivore se nourrit de fruits, d'insectes, de petits vertébrés. Il favorise la dispersion des graines, des fruits qu'il consomme. Et oui, c'est comme les ours. Les ours d'Asie, il y a longtemps, on leur doit totalement la pomme sucrée aujourd'hui. Voilà. Ni plus ni moins, c'est ça. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais c'est quand même des gros facteurs dans la sucrisation du fruit, de la pomme, parce que bah, ils faisaient ça avant nous. Oui, aujourd'hui, on fait de la sélection pour avoir les pommes, comme on les veut, selon comment on les veut et souvent on cherche à avoir des trucs sucrés. Mais les ours faisaient ça bien avant nous. Bon, eux, ils cherchaient peut-être pas forcément à avoir les pommes les plus sucrées, simplement ils mangeaient les plus sucrées. Du coup, bah, fatalement, ils chiaient les graines, quoi. Et à force de chier les graines et donc de les emmener se reproduire ailleurs, bah, du coup, ils voilà, ils favorisaient la reproduction de la plante qui, du coup, voyageait littéralement, pour avoir un autre endroit où se reproduire et ainsi de suite. En favorisant celles qui étaient plus sucrées, en défavorisant celles qui l'étaient moins parce qu'ils avaient un certain goût pour le sucré. Et du coup, les espèces qui ont eu, enfin, on va dire les pommes sucrées ont eu un avantage pour survivre et donc ont mieux survécu. Et c'est comme ça que nous, humains, quand on a débarqué et qu'on a croqué dans une pomme, je rappelle le résultat d'un caca d'ours quand même, on s'est dit tiens, c'est vachement bien le sucre, les pommes sucrées. Donc, on a planté plus de pommes sucrées. Donc, merci les ours d'avoir chié les graines de pommes partout. Donc là, lui, il fait pareil. Toutes les espèces qui mangent des fruits font pareil, mais je veux dire, l'ours, il était vraiment très très pratique pour ce truc-là, quoi. Et lui, donc, il fait, notre primate ici, il fait la même chose. Donc voilà. Autre chose est un singe en voie de disparition. La destruction de son habitat par les humains a dangereusement réduit sa population totale. Environ 1200 individus vivent en nature actuellement. Ah oui, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins que ce qu'on a vu. Grâce à un programme de conservation international auquel le Biodôme participe, on a réussi à augmenter le nombre de ces singes. Mais ces efforts doivent être poursuivis car la population actuelle doit s'accroître de 70% pour assurer la survie de l'espèce à long terme. Aïe.
Filez-leur du Viagra, hein. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Un ou deux jeunes par portée, son pelage est long, il arbore une crinière érectile dont les poils peuvent se dresser, ses longs doigts minces sont munis de griffes. Ni tout mims. Ah bah voilà, ce sera le dernier site qu'on va regarder. Hop. Le site du Muséum d'Histoire Naturelle. Ça marche souvent pas mal. Donc le tamarin lion doré ne doit sa survie qu'à la mise en place de réserves dans sa forêt d'origine et au programme de réintroduction. Les tamarins lions dorés se répartissent sur une centaine de kilomètres carrés dans la Mata Atlantica, forêt primaire côtière qui a bien failli disparaître. C'est l'une des forêts tropicales les plus menacées au monde. Il ne subsiste que 8% de sa surface d'origine. Le tamarin lion doré vit en petits groupes, jusqu'à 12 individus apparentés. Il passe la nuit dans un trou d'arbre à l'abri des prédateurs. Il communique et défend son territoire par des marquages olfactifs. Bon, il pisse partout, quoi. Et des cris variés, ainsi que des mimiques faciales. Généralement, seule la femelle dominante se reproduit avec un ou voire même plusieurs mâles. Les naissances ont lieu à la saison la plus humide, quand les ressources alimentaires sont abondantes. La mère va s'occuper des jumeaux nouveau-nés pendant 2 semaines, les nourrissant d'un lait riche en protéines, puis tous les membres du groupe vont l'assister pour élever, apporter de la nourriture et protéger les petits. La couleur du pelage du tamarin lion doré varie du jaune pâle au rougeâtre. C'est bon, on le voit quoi, donc c'est bon. Le tamarin lion doré, une espèce menacée. Le tamarin lion doré a failli disparaître en raison de décennies de déforestation qui ont fortement réduit son habitat. Dans les années 70, seuls 200 individus ont été recensés dans la nature. Bon, ça fait 50 piges quand même, mais waouh. Un ambitieux programme de conservation a été mis en place afin de protéger et reproduire l'espèce. Ouais, bon, d'accord, mais on parlait de genre à peu près 1 millier là. Et ils étaient 200. Alors en pourcentage, d'accord, c'est beaucoup, mais enfin en termes de. Enfin, c'est nul. On a eu 54 ans, environ 50 piges pour. Enfin bref. Donc voilà, ça fait 50 piges qu'on sait, 50 piges qu'on s'en branle. Et alors oui, il y a des programmes de protection, mais enfin. Voilà quoi. On a à peine réussi à multiplier par 5, quoi. 5 voire 10. Un nombre vraiment très très petit, quoi. Donc bon. Un ambitieux programme de conservation. Ambitieux, enfin, je sais pas, mais on parle bien d'un truc qui concède il y a 50 piges. Il a été mis quand le programme? Parce que bon. Un ambitieux programme de conservation a été mis en place afin de protéger et reproduire, parce que réduire ça marche pas, l'espèce. Zone protégée, reboisement pour créer des corridors permettant les échanges entre les populations isolées, plan d'élevage en captivité, ben oui, en captivité, mais bon, et réintroduction des animaux dans le milieu naturel. 146 animaux nés en zoo ont ainsi pu être relâchés au Brésil, super. Ce qui a permis à la population de croître. Visiblement, ils n'ont pas assez baisé, les gars, faites un effort. On compte aujourd'hui environ 2500 tamarins lions dorés sauvages, personne n'est d'accord sur les chiffres. Mais la forêt qu'ils occupent est fragmentée par la création de villes et de pâturages. Et oui, on n'arrête pas de marcher sur leur plate-bande. Et aucun de ces fragments n'est suffisamment grand pour supporter une population viable. Voilà, ils pourraient même baiser, que ce serait pas malin, parce que du coup, ils seront 12 000, ils seront 12 000 sur le pauvre petit hectare de merde qu'on leur laisse. Donc forcément, c'est compliqué. On a tout vu, hein. Waouh. Ouais, on a tout vu. Donc voilà. Sympathique primate. Eux, hein, pas nous. Enfin voilà. Et donc ce sera ça pour aujourd'hui. La
Enfin, pour aujourd'hui, pour hier. C'est les minuit 10. Donc on a bien fait le tour. Moi, je vais m'arrêter là. Peut-être je restream demain, peut-être pas, je sais pas. Je verrai bien. Peut-être. Donc voilà. Et ouais, voilà. Donc on se reverra. Normalement, je stream dans début soirée, enfin début après-midi, fin soirée. Voilà. Heu, Sachez. Voilà, voilà. Moi, sur ce, je vous laisse là. Ciao.